Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de mettre votre quotidien en mode pause. Bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, je compte bien vous emmener nager à des milliers de kilomètres, près de la grande barrière de corail australienne. C'est ici, dans cet écosystème si fragile, que les studios Pixar ont imaginé les aventures d'un petit poisson clown qui allait enchanter les enfants du monde entier, Nemo. Vous verrez comment a éclos leur aquatique inspiration. Toujours au bord de la mer, nous flânerons également à Dinard, cette ville so chic de la côte bretonne. Il y flotte un parfum venu d'Angleterre que nous humerons dans l'héritage. Hello everybody. Nice cup of tea. Ces statues viennent-elles d'Afrique ou de l'Atlantide? Un ethnologue allemand a élaboré une sacrée théorie au début du XXe siècle pour justifier la beauté de ces bronzes trouvés au Nigeria. Ça sera l'objet de notre incontournable. Enfin, en Laponie finlandaise, il n'est pas rare de déguster un filet de renne pour les grandes occasions, une recette à la saveur boisée qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin d'être sophistiqué pour friser l'excellence gustative. Et le vin accompagne parfaitement ce plat. Je crois que la France et la Finlande vont très bien ensemble. Vous avez le vin, nous avons la nourriture. Notre devinette aujourd'hui sort un petit peu du rang. Écoutez bien, je suis un chemin de fer, je suis aussi un conducteur, je suis une gare et pourtant il n'y a aucun train dans cette histoire qui se passe au début du 19e siècle. Bref, qui suis-je? Je vais vous donner quelques indices semés à Cincinnati. La rivière que vous voyez là, l'Ohio, traçait la frontière avec les États esclavagistes. L'État de l'Ohio était abolitionniste et de l'autre côté, le Kentucky, faisait partie des États esclavagistes. Au début du 19e siècle, les tensions entre ces deux Amériques sont vives. Un chemin de fer qui passe par l'Ohio se met en place. Mais, je vous l'ai dit, il n'y a pas de conducteur, pas de rail, ni même de contrôleur. Alors, de quoi peut-il bien s'agir? La réponse, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Mais pour l'instant, préparez-vous à rester en apnée pendant une dizaine de minutes. On plonge dans les fonds marins australiens, rejoindre le petit Nemo pour l'inspiration. Je n'avais aucune idée de quel genre de poisson il s'agissait, mais je ne pouvais pas les quitter des yeux. Et en tant qu'artiste, le fait qu'ils s'appellent des poissons clowns, c'était parfait. Un costume orange éclatant, petites bandes blanches et noires et grands yeux rieurs. Il n'en fallait pas plus à Andrew Stanton, réalisateur américain des studios d'animation Pixar, pour sentir le potentiel à la fois comique et émouvant de cet animal marin. Au début des années 2000, il imagine le monde de Nemo, l'histoire d'un minuscule poisson clown à la nageoire atrophiée qui ne rêve que d'une chose, découvrir seul, sans son père surprotecteur, le fabuleux monde sous-marin qui l'entoure. Raz de marée en salle dès sa sortie en 2003 et lauréat des plus prestigieuses récompenses, Le Monde de Nemo est le récit universel d'un papa poule et de son fils aventurier. Le conte initiatique distille des messages sur la paternité, la diversité, le spécisme ou la protection de l'environnement. Et pour la première fois dans l'histoire du cinéma d'animation, cette œuvre rend hommage à la faune sous-marine de la grande barrière de corail australienne, si belle et si fragile. Sur 2300 km, la grande barrière de corail s'étire le long des côtes du Queensland, au nord-est de l'Australie. Tel un confetti flottant sur l'océan Pacifique, l'île Green, formée au sommet d'un récif corallien d'à peine 15 hectares, est un condensé de ce que la barrière a de plus beau à offrir. Andrew Stanton, qui a grandi à des milliers de kilomètres de là, à Boston, sur le littoral atlantique, choisit cet écosystème de 350 000 km² pour camper l'intrigue de son odyssée sous-marine. J'ai grandi au bord de l'océan, et cela m'a toujours fasciné. Intimidant et excitant à la fois. C'est la parfaite métaphore de la vie. Mais comment restituer le plus fidèlement possible cet univers aquatique si singulier et donner au spectateur la sensation qu'il est sous l'eau? Pour plus de réalisme, l'équipe du film se rend en Australie pour s'immerger littéralement dans ces eaux du Pacifique en prenant des cours de plongée sous-marine. Ça
La plongée, c'est vraiment quelque chose de spécial. On voit comment les poissons interagissent entre eux, mais on est surtout dans un monde complètement différent de celui de la terre ferme. On a évidemment le bruit de nos bulles, mais on a aussi le bruit du récif. Tous les petits poissons qui se courent après. Vous entendez le crépitement des poissons qui grattent le récif et cassent les algues. C'est le son magnifique et pur de l'océan. Sous l'eau, les équipes de Pixar découvrent une autre dimension, la lumière filtrante de l'océan, des formes irréelles sculptées par la nature, mais surtout une palette de couleurs collant parfaitement à l'univers du studio. Après 3 ans de travail et de recherche, la grande barrière de corail prend vie, sur grand écran. Cet univers chatoyant devient le foyer des héros de cette épopée aquatique. Nemo et son père marin, 2 poissons clowns, une espèce que la grande barrière de corail abrite bel et bien. Il n'y a presque rien de plus attrayant que ces petits poissons qui veulent jouer à cache-cache avec vous. Le vrai Nemo est un poisson clown de l'espèce des amphiprions percula. Il vit à l'intérieur d'une anémone. Dans le film, au tout début de l'histoire, le père de Nemo, marin, lui dit « Il faut que tu te brosses ». On voit donc Nemo se frotter contre les tentacules, et c'est quelque chose qu'ils font réellement. C'est ce que nous appelons une relation symbiotique entre le poisson et l'anémone. L'anémone possède des cellules urticantes dans ses tentacules. En général, cela pique les autres poissons. Mais Nemo, le poisson clown percula, a le corps recouvert d'une sorte de mucus qui le protège des piqûres. Et Nemo va aider en retour l'anémone. Si un prédateur s'approche trop, il va l'intimider. Il s'agit d'une sorte d'entraide. Nemo est donc en sécurité à l'intérieur de cette maison. L'anémone se fait alors métaphore du cocon protecteur de la famille et la grande barrière de corail se mue en un village. Sur le dos de Monsieur Ray, Nemo et ses camarades de classe se rendent à l'école en harmonie, donnant au jeune public une leçon de vie en société et de tolérance. C'est en quelque sorte un écosystème harmonieux. Chaque espèce a un rôle. Vous avez des poissons, comme le poisson perroquet, qui est le chef de file, car il nettoie le récif de toutes les algues. Il y a aussi les concombres de mer, qui sont comme des aspirateurs. Ils nettoient tout le sable et le rendent propre. Il y en a qui jouent la fonction de filtre, comme les palourdes géantes, qui filtrent des milliers de litres d'eau chaque jour, rendant l'eau très saine pour tout ce qui y vit. Mais ce chaleureux foyer, Nemo veut le quitter malgré tout, tandis que Marin, son père, veuf et très anxieux, craint de laisser son fils prendre son envol. Quand il imagine son scénario, le réalisateur est lui-même jeune père. À travers ce récit, il livre ses réflexions sur les affres de la paternité. À cette peur abyssale de voir son enfant partir, s'ajoute une autre menace pour cette famille. L'homme est le plus grand prédateur de l'océan, alors que ce n'est pas son milieu naturel. Nous ne devrions pas avoir le privilège de prendre tout ce que nous voulons dans l'océan. Alors qu'il s'aventure un peu trop loin de son récif, Nemo est capturé par un plongeur. Arraché à son environnement et à sa famille, le poisson clown se retrouve enfermé dans l'aquarium d'un dentiste. À Cairns, la grande ville tropicale du nord du Queensland, l'imposant aquarium abrite plus de 16 000 poissons tropicaux et autres créatures emblématiques de la grande barrière de corail. Il hypnotise chaque année 400 000 visiteurs. Quand j'étais enfant, j'étais scotché devant l'aquarium de mon dentiste qui était encastré dans le mur. Je me disais, quelle étrange façon pour les poissons de voir les humains. Michel Pichon, océanographe français installé à Cairns depuis 30 ans,
est toujours happé par la reconstitution quasi à l'identique du monde sous-marin. Quand on est dans un aquarium, tout est là autour de vous et on peut se permettre de s'arrêter, de réfléchir, de regarder, d'être émerveillé, d'être ébloui. Si les grands aquariums font figure de vitrine de la conservation des océans, la question de leur légitimité se pose malgré tout dans cette ville de Cairns où cet établissement rapporte une manne financière considérable. En plaçant Nemo dans le bocal sordide d'un particulier, Andrew Stanton fait des aquariums un symbole carcéral. Nemo est en prison, c'est l'univers concentrationnaire, hein, disons le mot. La raison pour laquelle il y a un aquarium, c'est pour être un petit peu la victime de la fille du dentiste. Il est dans une petite boîte, en quelque sorte. Il y a une grosse densité, ce qu'on appelle le gang de l'aquarium. C'est une forte densité. Pour Nemo, la première chose qui lui manque, c'est son anémone. Et ça, c'est vraiment une dissociation complète, parce qu'on ne trouvera pas de poisson-clown dans la nature sans leur anémone. 10 ans après le succès de Sauver Willy sur le destin d'une orque en captivité, Hollywood s'intéresse de nouveau au spécisme, à la condition animale, et s'émeut du sort d'un poisson-clown, interrogeant les rapports complexes de l'homme avec la nature, qu'il est parfois contraint d'enfermer pour mieux la conserver. Est-ce qu'on a le droit? C'est un problème moral, un problème sociétal, voire même un problème à la limite politique. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de voix qui s'élèvent pour expliquer que ce n'est pas vraiment la meilleure façon de procéder. Les poissons sont en bas de l'échelle des vertébrés, mais le fait qu'ils ne soient pas dans leur milieu, il est à peu près certain que cela induit un stress, et un stress qui peut en fait se traduire, disons le mot, par des souffrances. Avec l'aide de son gang et de ses codétenus, Nemo tente tout pour s'échapper de sa prison de verre. Comme dans tous les classiques familiaux, le dessin animé véhicule les valeurs universelles d'entraide et de solidarité. En parallèle de cette grande évasion, le père de Nemo se lance à sa recherche dans cet océan, aidé de Dory, un poisson chirurgien à la mémoire défaillante. À une trentaine de kilomètres au large de Cairns, un joyau tropical recouvert de forêts. L'île de Fitzroy se trouve sur la trajectoire du courant est australien qui descend le long de la côte orientale du Queensland. S'appuyant sur ce phénomène scientifique australien, le réalisateur donne un coup d'accélérateur à son récit. Dans le monde de Nemo, ce courant d'eau chaude devient une autoroute sous-marine à très grande vitesse dans laquelle s'engouffrent marins et où il rencontre des tortues de mer lancées à toute allure. Nous sommes en plein courant est australien. Dans le film, quand ils font « Hey mec !» En réalité, il n'est pas si rapide que ça. Parfois, le courant passe assez vite dans certaines zones, mais pas aussi vite. Les tortues, je les appelle les oiseaux de l'océan. Elles surfent sur les courants comme ça. Donc c'est quand même une très bonne représentation de ce qu'elles font. Les tortues parcourent des milliers de kilomètres entre leur zone de reproduction et là où elles se nourrissent. Si Andrew Stanton choisit cet animal emblématique de la Grande Barrière de Corail, ce n'est pas un hasard. Symbole de sagesse et de longévité pour les Australiens, la tortue prend dans les films les traits de Crush, un père très permissif qui, lui, laisse son fils voguer librement dans l'océan et tente de rassurer Marin au cours d'un échange savoureux. Quand ils sont encore tout petits dans l'œuf, on les laisse éclore tout seuls sur une plage. Et un jour, rouler jeunesse, c'est à eux de trouver le chemin du Grand Bleu. Par leurs propres moyens? Et ouais. Mais dis-moi, vieux, à quoi vous voyez qu'ils sont prêts? Bah, ça se voit pas vraiment. En fait, c'est plutôt eux qui voient. Tu vois? Les tortues sont des animaux totems pour de nombreuses communautés aborigènes qui les protègent, et c'est fantastique. Ce sont des animaux incroyables. Elles sont quand même sur Terre depuis plus de 150 millions d'années. Elles ont survécu. Et malheureusement, ce sont les hommes qui les tuent. Sur l'île de Fitzroy, Jenny Gilbert a créé un hôpital pour les tortues marines blessées qu'elle recueille et soigne avant de les relâcher.
Quand vous plongez vos yeux dans ceux d'une tortue, c'est son âme que vous voyez. Si elle pouvait parler, imaginez ce qu'elle pourrait raconter. Elle traverse l'océan et je suis sûre qu'en chemin, elle voit énormément de choses. Ce serait fascinant. Si les menaces continuent au même rythme qu'aujourd'hui, elles auront complètement disparu en 2060. Que serait un monde sans tortues? Paradoxalement, le héros de cette odyssée sous-marine a été la victime collatérale du succès du film, tout le monde ayant voulu avoir un poisson clown dans son aquarium. Mais avec cette fable écologique, les studios Pixar auront d'abord réussi à sensibiliser le jeune public à cet écosystème, aujourd'hui plus que jamais menacé. Le crapaud que va nous présenter Thomas Chauvineau en Australie est beaucoup moins sympa que Nemo, vous allez voir. C'est le clin d'œil. Vous connaissez la fable, celle de la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf. Eh bien, en Australie, un batracien a réussi son coup. Aussi gros qu'un bœuf, enfin, quasi. Ce n'est pas une grenouille, mais un crapaud. On l'appelle d'ailleurs crapaud buffle. C'est le plus grand du monde. Le record pour l'espèce mesurait 38 cm de long et pesait 2,65 kg. Et comme la grenouille de la fable de La Fontaine, il bouffe et il bouffe absolument tout, y compris ses propres enfants. On va y revenir. Le crapaud buffle n'a rien à voir avec l'Australie. Il vient d'Amérique du Sud. Mais en 1935, les producteurs australiens de canne à sucre, qui voient leur récolte dévastée par les scarabées, se disent « Un crapaud qui bouffe tout, ça va nous débarrasser de ces bestioles ». Ce n'est pas faux. Les crapauds buffles se sont délectés des coléoptères, mais aussi de tout ce qu'ils ont croisé en chemin. Des insectes, comme des grenouilles, et j'en passe. Pire, il a aussi réglé son compte à tous ceux qui voulaient lui faire la peau. La sienne étant empoisonnée, celui qui s'en approche finit généralement très mal, les poissons, les lézards, les varans, les serpents. Non seulement il n'a pas de prédateurs, mais en plus, c'est un crapaud voyageur. Introduit d'abord dans le nord du pays, le voilà maintenant pas loin de Sydney. Il colonise petit à petit l'Australie en se déplaçant d'au moins 40 km par an. Certains pratiquent même un genre d'autostop à la batracienne, en montant accidentellement à bord de trains ou de camions. En plus, une femelle peut pondre jusqu'à 35 000 œufs par saison. Tous ne donneront pas naissance à d'autres petits crapauds, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, pour régler le problème, le crapaud buffle joue les remakes de Chronos, dévorant ses enfants. Depuis quelques années, les chercheurs ont constaté que les têtards mangeaient leurs frères et sœurs plus petits. Pour les spécialistes, ce serait une façon pour le crapaud buffle de réguler lui-même cette surpopulation. Un cannibalisme de survie, bien plus malin que sa cousine de la fable de La Fontaine. À la fin, la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf enfla et creva. Le crapaud buffle, lui, enfle, mais ne crève pas. Est-ce que vous savez où a été créé le premier club de tennis en France ? Eh bien, c'est à Dinard et on le doit aux Anglais. Les British ont eu un coup de cœur pour cet endroit et on peut dire que leur arrivée a été plutôt bénie. C'est l'héritage. Il est un lieu en Bretagne où même les orgues parlent la langue de Shakespeare. Comme j'aime à dire, chaque orgue a l'accent de son pays. Les orgues anglais sont particulièrement faits pour soutenir les chants. La tradition chorale est très très forte en Angleterre, beaucoup plus forte qu'en France, tout du moins dans la liturgie. Depuis le 19e siècle, Dinard la Sélecte doit sa renommée internationale à l'influence d'irréductibles Anglais. Grâce à eux, ce modeste village de pêcheurs est devenu la station balnéaire la plus huppée de la côte bretonne. D'Édouard VII à Hugh Grant, en passant par Laurence d'Arabie et Winston Churchill, tous les sujets de Sa Majesté ont parcouru ces côtes sauvages et escarpées. Un entre-soi so chic qui lance les modes les plus guindés. De l'élégante silhouette de leur villa au gazon verdoyant de leur green, jusqu'à la mythique célébration de l'heure du thé. Hello everybody. Hello. Nice cup
cup of tea? We have a Linfield tea today. Dinard possède le deuxième terrain de golf de France, grâce aux Anglais. Le premier club de tennis, grâce aux Anglais. Et un club hippique, un club de voile. Les racines sont bien profondes, ils ont tant apporté. Aujourd'hui, c'est un véritable petit paradis. Sur la rive ouest de la Rance, au milieu du 19e siècle, la ville de Dinard n'existe pas encore. Elle est un quartier de pêcheurs de Saint-Énogat, situé en face de Saint-Malo. Avec la devise « Ni français ni breton, Malouin suit », les habitants aiment ainsi rappeler que leurs ennemis préférés sont les Anglais. Les premiers découvreurs de Dinard étaient les consuls anglais de Saint-Malo, donc qui séjournaient ici dans l'ancien prieuré des Trinitaires, qui est un prieuré construit au début du XIVe siècle et qui a été transformé en maison d'habitation. Et on peut imaginer l'environnement à cette époque avec des petites plages, des criques escarpées, donc vraiment un paysage très préservé et très pittoresque qui va beaucoup plaire donc à ces premiers Anglais qui s'installeront à Dinard. Le destin de cette baie de la Côte d'Émeraude se trouve changé à jamais lorsqu'en été 1852, une famille de l'aristocratie anglaise débarque, plage du Prieuré. La famille Faber. Yona Faber va séjourner un été à Dinard, va tomber sous le charme en fait de la station balnéaire naissante et elle va petit à petit construire des premières villas, la villa Sainte-Catherine et d'autres villas qui seront louées ou vendues à d'autres Anglais. Devenue veuve, Yona Faber se lance corps et âme dans son projet. Sous son impulsion, un quartier entier sort de terre. Elle fait venir son architecte et les matériaux de construction depuis l'île anglo-normande de Jersey. En quelques années, le visage de la pointe du Moulinet se modifie et les demeures cossues remplacent les vieilles maisons au toit de chaume. Des instants que l'aristocratie immortalise sur plaque argentique. Elle et son fils étaient photographes amateurs, ce qui était assez rare dans les années 1850. Et du coup, nous avons la chance d'avoir un album photographique des années 1850-1856 à Dinard qui nous montre la station balnéaire avant son développement, dont elle était quasiment vierge de toute construction. Les Anglais ont eu une influence très importante à Dinard dans l'architecture. Donc on va développer des beaux windows totalement british, des fenêtres à guillotine et on dira d'ailleurs que dans l'architecture balnéaire, il y a more glass than wall, c'est-à-dire plus de fenêtres que de murs. Face à l'enchevêtrement de villas, un colonel anglais se serait exclamé « Quel bric-à-brac !» Une expression qui donne aujourd'hui son nom au quartier. Sur cette pointe au relief à pic, toutes les prouesses architecturales semblent permises. L'une des plus surprenantes est la Villa Lagarde. Construite en 1897 pour le négociant de cognac Jacques Hennessy, elle est la réplique d'un château médiéval anglais. Pour l'architecture de cette ville-là, il s'est inspiré du style Tudor, un style moyenâgeux anglais. Alors ça se voit en fait avec l'utilisation du faux pont de bois, avec ce mur de clôture qui reprend en fait l'architecture défensive des châteaux forts avec les créneaux et les merlons. Et nous avons aussi une succession de machicoulis, évidemment de faux machicoulis, qui font aussi penser au château fort. L'intérieur est articulé autour d'un vaste hall central, distribuant les différents espaces. Un mode de vie fastueux, privilégié, consacré au divertissement et à l'oisiveté. En quelques décennies, la communauté anglo-saxonne s'agrandit. Sur un terrain légué par la famille Faber, on entreprend la construction d'une église anglicane terminée en 1870 avec l'aide financière des fidèles. L'église Saint-Bartholomew est depuis le lieu de rassemblement des Britanniques de toute la région.
Dès le début, ils avaient besoin d'un lieu pour pratiquer leur culte. Comme tout le monde, nous mourons. Et comme tout le monde, nous nous marions. Donc il est nécessaire d'avoir un endroit pour les funérailles et pour les mariages. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui une grosse partie de notre activité. Cet endroit est primordial pour les gens qui vivent loin de leurs racines. Mais surtout, cela nous soude et donne un sentiment réel d'amitié. Les dimanches à l'église, nous pouvons accueillir entre 40 et 50 personnes. Les cérémonies s'y déroulent en anglais, au son d'hymnes immuables, accompagnés par un orgue en bois décoré qui date de 1894. La première chose, et qui marque beaucoup à la fois les fidèles, les visiteurs, c'est la façade, les tuyaux peints. Cet orgue-là, il a été construit spécialement pour cette église. Tout ici est vraiment britannique, que ce soit dans l'architecture, architecture néo-gothique. Ensuite, vous avez une chose qui marque beaucoup les gens, qui sont les coussins. Ces coussins brodés, chacun a une histoire d'ailleurs, hein. Ils ont été offerts par des paroissiens en mémoire de telle ou telle personne. Ils ont été brodés par telle ou telle personne, c'est écrit en général derrière les coussins. Ces coussins de conception typiquement anglaise assurent le confort des fidèles qui s'agenouillent pendant les prières. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les Anglais délaissent peu à peu la station balnéaire qui prend le nom de Dinard en 1921. C'est dans les années 20 qu'un vent nouveau venu d'outre-Manche souffle sur la cité bretonne. Il porte le nom de Moselle Sassoon. Issue d'une grande famille de négociants juifs de Bombay, elle cherche un terrain capable d'accueillir ses influentes connaissances lors de garden parties distinguées qui assoient rapidement la notoriété des lieux. Et c'est sur ce domaine, alors évidemment dans une très belle position, un peu en hauteur et avec la vue sur la Grève et sur Saint-Malo, bien entendu, c'est choisi, qu'elle construit son château d'agrément, qui est un château d'été. L'hiver, elle est à Londres. Elle vient ici pour la saison d'été. Mais ce qui est original ici, c'est qu'elle n'a pas voulu faire une villa de bord de mer. Comme il y en a tant, elle a voulu faire un grand domaine, comme ce que l'on appelle le parc anglais, qui est à la fois la demeure de plaisance et puis les terres avec leurs exploitations autour. Moselle Sassoon agrémente son immense jardin d'une roseraie, d'écuries et de métairies cultivées par ses domestiques. Dans ce cadre de vie idyllique, elle reçoit notamment le futur Premier ministre Winston Churchill. Mais son destin bascule avec le deuxième conflit mondial. La propriété a été réquisitionnée par les Allemands en 1940, bien sûr. C'est pas comme toutes les propriétés de bord de mer. En plus, c'était une propriété d'ennemis, anglaise, juive en plus. Alors là, ça faisait beaucoup. Donc ça a été réquisitionné tout de suite. Et les Allemands l'ont occupé. La tragédie du château Sassoon, c'est le 28 mars 1942. Puisque un grave incendie s'est déclaré dans les parties hautes. Et tout le deuxième étage a brûlé. L'incendie accélère le triste dénouement. Miss Sassoon revend son château et ne revient jamais à Dinard. Le domaine est aujourd'hui la promenade incontournable des Dinardais qui souhaitent se mettre au vert. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vagues successives d'urbanisation ont parfois défiguré les côtes françaises. Dinard, elle, reste intacte, préservée, fière de son mode de vie à l'anglaise. Les Britanniques initient les Français au tennis et fondent en plein centre-ville le tout premier club de France en 1879, le Dinard Lawn Tennis Club, joué sur gazon, comme à Wimbledon. Mais l'emblème suprême de l'English Touch reste le golf. Pour s'établir dans la parfaite tradition héritée de ce sport venu d'Écosse où les terrains côtoient la mer, les Anglais s'installent sur la commune de Saint-Briac, quelques kilomètres à l'ouest de Dinard. C'est un sport de respect. On respecte la nature, on respecte le terrain, on respecte les autres. On ne bouge pas quand les autres jouent, on ne parle pas, on les regarde. Le respect des règles, les Anglais sont quand même assez disciplinés. Ils ont beaucoup de fantaisie, mais ils sont très respectueux des règles. Ces règles sont inchangées depuis des siècles. Rentrer une balle dans un parcours de 18 trous avec le moins de coups possible.
le tout avec style. Le principe est très simple. Le concept est de rester très calme. C'est les mains qui bougent, tu tournes, tu tapes. Donc ça, c'est un lobe. Je vais faire juste pour un... Quand tu rentres au clubhouse, ça c'est une vieille tradition aussi d'Écossais. Tu rentres au club et anglais aussi. Tu rentres au clubhouse et tu profites, tu parles, tu discutes de ton journée, de ton match, de ton jeu. Pas trop, parce qu'il y a limite. Mais ça, mes racines écossaises sont encore vivantes ici. Et c'est un grand plaisir. Ça saute aux yeux, il y a cet esprit britannique qui est là, il y a cette moquette écossaise, ces coupes, ces vitrines. Et on a voulu conserver ça parce que, je sais pas, on leur doit quand même cet endroit. Dans ce havre de paix feutré, les liens franco-britanniques semblent inébranlables. Une association est à l'origine du jumelage de Dinard avec la ville de Newquay en Cornouailles. Elle propose à la population de se retrouver lors de round tables. Depuis quelque temps, un sujet anime toutes les discussions. Nous sommes venus ici parce que nous adorons l'endroit. Cela me rappelle chez moi dans le Devon et en Cornouailles. Le problème en Angleterre, en ce moment, c'est que ça devient n'importe quoi. Tout est difficile, le prix des maisons est astronomique, le service national de santé part à volo, et le pays a signé ce stupide Brexit. La France est un si joli pays. Nous continuons à développer l'amitié franco-britannique. Et c'est d'autant plus important, justement, de le faire actuellement pour essayer de surmonter les difficultés qui sont liées au Brexit. Regardez ce qui s'est passé au travers des siècles. Nous sommes des voisins, on a toujours réussi à s'entendre et à dominer. On s'est beaucoup battu. Il y a beaucoup battu. Que la guerre n'a pas pu faire, c'est la paix qui le fait. Voilà, il faut toujours travailler sur la paix, sur l'amitié entre les peuples. Il faut dépasser tout ça, justement. Chaque automne, le Festival du film britannique célèbre cette culture qui fait maintenant partie de l'ADN de tous les Dinardais. On y décerne les Hitchcock d'or, l'occasion pour la cité d'entretenir ses légendes urbaines. L'une d'entre elles raconte que la ville aurait inspiré l'un des chefs-d'œuvre du réalisateur anglais. Une demeure à la silhouette familière, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous laisse m'envoyer vos suggestions si vous pensez connaître le titre de ce film. C'est une autre amitié qu'on va révéler maintenant dans Papille, une alliance franco-finlandaise. Je laisse Sirli vous dévoiler laquelle, à travers une recette typique de chez elle, la Laponie. Le renne est plutôt facile à manger. Il n'est pas trop faisandé et le goût de sang n'est pas trop marqué. L'élan, en revanche, sera plus fort. Si vous avez déjà goûté du cerf ou de la biche, c'est assez proche. C'est bon parce que les rennes vivent dans la forêt. Ils y mangent les baies, les champignons. On peut sentir ça. Ils ont une vie saine et ça se ressent dans le goût de la viande. C'est le morceau qui demande le moins de temps de cuisson. C'est aussi un morceau de choix qu'on utilise pour les grandes occasions. Quand tu célèbres quelque chose, c'est vraiment le meilleur. Je m'appelle Sirli Ilasjärvi et nous sommes aussi dans le village d'Ilasjärvi. Je vais vous préparer aujourd'hui un filet de renne. On va commencer par s'occuper des panais et les couper en deux. On va d'abord les laver. J'aime lorsque c'est simple. Je vais juste les couper en deux, puis les rôtir avec de l'huile, du miel, du sel et des herbes. Quand tu as de bons ingrédients, tu n'as pas besoin d'en faire trop. Parfois, quand c'est trop sophistiqué, ce n'est pas bon.
Maintenant, on doit faire la sauce. Ça va prendre un certain temps. J'utilise des carottes, un peu de panais, de l'ail et de l'oignon. Et pour la sauce, pas besoin de peler les légumes ou de les couper trop fins. Quand je cuisine à la maison, j'aime bien déguster un verre de vin. Santé. Kipis, comme on dit ici. Je vais ouvrir ça d'abord, puis je mettrai le vin et le jus de bœuf. La sauce est prête lorsque c'est bien épais et que ça roule moins facilement. On la met dans l'assiette et elle va s'écouler lentement. Bien. Maintenant, on peut cuisiner le renne, la star de cette recette. D'abord, j'utilise de l'huile d'olive ou n'importe quelle bonne huile. Je vais aussi prendre du romarin frais et de l'ail. La viande doit être à température ambiante avant de cuire, sinon elle va rester froide à l'intérieur. Maintenant, nous allons préparer le dessert. Ça, c'est un fromage qu'on consomme ici en Laponie. Les personnes âgées le dégustent avec le café. Ils le découpent et le plongent dedans. Ils adorent ça, mais moi, je trouve ça drôle. Une autre façon traditionnelle de le déguster est de le préparer en dessert avec de la crème, de la cannelle, du sucre et de la confiture de baies sauvages. C'est bio. Maintenant, ça doit cuire 2 à 3 minutes, pas plus. C'est très simple, mais je crois que le plus simple est souvent le meilleur. Je suis très contente. Et toi? Oui, c'est très bon. Et le vin accompagne parfaitement ce plat. Je crois que la France et la Finlande vont très bien ensemble. Vous avez le vin, nous avons la nourriture. La suite nous emmène au Nigeria. Avec un ethnologue vénéré par les poètes de la négritude, comme Aimé Césaire, cet homme, c'est l'un des premiers ambassadeurs de l'art africain, et c'est notre incontournable. Dans le sud-ouest du Nigeria, à 200 km de Lagos, la ville d'Ifé est considérée comme le berceau de l'humanité par les Yoruba, le peuple de cette région. Cette cité mythique, qui aurait été fondée par le dieu Oduduwa, est renommée pour ses têtes en bronze et en terre, sculptées il y a plus de 500 ans. Certaines d'entre elles sont exposées au musée national d'Ifé. Mais avant cela, elles ont retourné le cerveau d'un ethnologue allemand. Dans les années 1900, sur le continent africain et dans le Nigeria actuel, l'heure est à l'expansion coloniale. Les Occidentaux pénètrent plus profondément dans l'intérieur des terres, au contact des populations locales. En novembre 1910, c'est un passionné des cultures africaines qui se dirige vers Ifé. Léo Frobenius, un ethnologue autodidacte allemand. Ses précédentes expéditions l'ont mené du Congo au Maghreb en passant par le Mali. Accompagné par un peintre et un photographe, Léo Frobenius a l'intention de documenter le mode de vie des Yoruba, comme nous le raconte le conservateur Nathaniel Ogunmola. Léo Frobenius était un amoureux de l'art, il adorait cela. Et en l'espace de 2 semaines, il a pu collecter de nombreuses œuvres.
Et ce qu'il a découvert ici a largement dépassé ses attentes en matière de trouvailles et de richesse de notre héritage culturel. Car Leo Frobenius profite de ses expéditions de recherche pour rapporter en Europe des sculptures et des objets d'art africain. À Ifé, l'ethnologue s'intéresse tout particulièrement au bronze Yoruba. À sa demande, les habitants l'emmènent dans une palmeraie sacrée où une sculpture a été enterrée rituellement. Il s'agit de la tête d'Olokun, une divinité marine Yoruba. La tête d'Olokun est un des chefs-d'œuvre de la tradition du bronze à Ifé. Personne ne peut la contempler sans être émerveillé, parce qu'il y a d'abord cette beauté esthétique, mais aussi ses finitions parfaites. Quand Leo Frobenius l'a vue, il a été époustouflé. Il s'est écrié « Mais quelle splendeur !» La tête d'Olokun témoigne du savoir-faire des artisans d'Ifé. Des visages au naturalisme idéalisé et à la symétrie parfaite, auxquels de fines stries confèrent une puissante étrangeté. Fasciné par la tête d'Olokun, Leo Frobenius convainc les habitants de la lui céder pour 6 livres sterling, une somme qui permet à l'époque de s'acheter 200 kilos de riz. Comme tout passionné d'art, Frobenius était animé par le désir de la posséder. Mais l'administrateur britannique, qui vivait à Ibadan, a entendu parler de l'affaire et il s'est rendu à Ifé. Cela a provoqué une crise, parce qu'il y avait une rivalité coloniale entre les Anglais et les Allemands. Les Britanniques ont considéré que Leo Frobenius était en train d'interférer avec leur sphère d'influence. Il a été arrêté avec 53 caisses remplies d'objets et d'œuvres qu'il avait achetées. Et tout cela a été rapporté à Ifé. Leo Frobenius repart sans la tête d'Olokun, mais avec une théorie. L'ethnologue allemand est persuadé qu'il vient de découvrir les vestiges de l'Atlantide, cette île mythique, royaume de Poséidon, qui aurait disparu dans un cataclysme. Pour lui, Olokun, la déesse marine, serait en fait une incarnation du dieu grec de la mer. Frobenius pensait que l'art d'Ifé ne pouvait être originaire d'ici, que ces œuvres venaient en fait de la cité perdue des Grecs. Tout d'abord à cause de leur qualité esthétique et de leur beauté. Ces têtes sculptées étaient tellement sophistiquées dans les expressions représentées, dans leur finition, qu'il pensait que des Africains si primitifs étaient incapables de les avoir façonnées. Bien sûr que sa théorie était raciste. Penser que les Yoruba n'avaient pas assez d'habileté pour créer ces œuvres d'art, c'est vraiment méprisant. Après son séjour à Ifé, Leo Frobenius effectue encore de nombreuses expéditions dans le reste du continent africain. Quand il revient à Ifé, la tête d'Olokun a disparu. Seuls restent d'autres visages d'une beauté comparable. Malgré les préjugés racistes de l'ethnologue, on considère aujourd'hui qu'il a contribué à renverser les préjugés occidentaux sur l'art africain. Les intellectuels africains voient en Frobenius quelqu'un qui a aidé à mettre en lumière l'Afrique, à mettre en lumière l'art africain, même s'ils ne croyaient pas à l'origine africaine des œuvres. Mais au moins, grâce à la tête d'Olokun, le monde entier a pu découvrir le niveau de savoir-faire des Yoruba. Faire découvrir l'art d'Ifé à tous, cela a changé la donne. Les gens ont commencé à nous voir comme des êtres intelligents et créatifs. Cela a éclairé l'Afrique sous un nouveau jour, loin des représentations que les Occidentaux avaient auparavant. Vous êtes prêts pour la réponse à la devinette du jour? En début d'émission, je vous demandais quel était donc cet étrange chemin de fer sans train, sans conducteur ni gare qui a vu le jour dans l'Ohio des années 1830. Eh bien, il s'agissait de ce qu'on a appelé le chemin de fer clandestin, un réseau secret d'exfiltration d'esclaves. Ce réseau informel d'abolitionnistes n'avait de chemin de fer que le nom. Au début du 19e siècle, un mouvement contre l'esclavage s'était structuré pour exfiltrer un maximum d'esclaves vers les États libres du Nord
abolitionnistes, avec un langage codé inspiré du jargon ferroviaire. Les membres du réseau étaient ainsi appelés conducteurs. Ils conduisaient les fugitifs dans des endroits sûrs, appelés des gares. Certaines estimations parlent de 100 000 esclaves ayant réussi ainsi à fuir grâce au chemin de fer clandestin. Je dis Pispalt.